Alors bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Radio Infocité, une entrevue dialogique avec deux invités. Il y a d'abord l'historienne d'art, professeur associé à l'UQAM, Lynn Bannon, qui est commissaire d'une exposition avec l'artiste Laurent Lamarche, qui se joint à nous aussi, et tout cela pour parler d'une exposition qui est accessible au grand public, gratuitement d'ailleurs. Il s'agit de la Maison de la Culture Maisonneuve-Hochelaga. Le titre de l'exposition, Poétique du vivant, et c'est en cours actuellement, et cela jusqu'au 19 mars prochain. Alors, au fur et à mesure, on va partager avec vous des images de cette exposition qui m'a marqué à plusieurs égards. Je dirais d'abord, en entrant dans la salle d'exposition de la Maison de Culture Hochelaga Maisonneuve, j'ai vu une vidéo. Le titre de cette vidéo, c'est Hydroïde. Et d'emblée, la stratégie de l'artiste m'a interpellé. Et c'est à vous, Monsieur Lamarche, de répondre, mais je me suis dit, là, l'artiste fait recours au principe opérateur dans les arts visuels du clair-obscur pour développer cette vidéo. Que diriez-vous là-dessus? C'est un point de vue intéressant parce que la lumière a toujours fait partie de mes préoccupations. Ceci dit, le rendu du clair-obscur qui apparaît dans la vidéo, c'était pas nécessairement le point de départ ou mon intérêt premier. Je dirais que c'est le directeur photo, si je peux l'appeler comme ça, qui a choisi l'ambiance. C'était plutôt c'est une vidéo en fait qui était là comme prétexte pour comme un exercice finalement pour explorer le monde sous-marin, puis autant voir quelles étaient les possibilités d'évocation visuelle, symbolique, etc., mais autant les défis techniques de créer une sculpture lumineuse capable de se mouvoir et de faire de la lumière sous l'eau. Et si j'ai bien compris, Lynn Bannon, en tant que commissaire, c'est vous qui avez choisi les œuvres qu'on voit dans l'exposition Poétique du vivant. C'est donc vous qui avez choisi cette vidéo Hydroïde. J'ai pas choisi. Je pense que ça a été un travail de concert, mais j'ai témoigné à Laurent de mon intérêt pour cette vidéo que je trouve extraordinairement magnifique visuellement, mais aussi en fait sur un plan technique, c'est quand même aussi intéressant. Mais en fait, les œuvres, je pense qu'on les a bien choisies ensemble. Et autre chose qui m'interpelle dans cette vidéo Hydroïde, c'est le rapport entre ce qui est statique et ce qui est dynamique, ce qui reste pris et ce qui bouge, de sorte qu'il y a l'oscillation, vacillation et surtout, dirais-je, à mon humble avis, un leitmotiv des œuvres qu'on voit dans cette exposition, et c'est le cas de l'autre œuvre qui est tout à fait à l'autre bout de la salle, c'est que le mouvement fait partie intégrante de votre vision créative et de votre démarche artistique, n'est-ce pas, Laurent Lamarche? Ben oui, effectivement, le mouvement, c'est un peu c'est ce qui anime le vivant. Et puis donc dans cette vidéo-là, ben juste pour raconter rapidement le contexte de création de cette vidéo-là, c'est que j'ai la chance d'avoir un beau-frère qui vit à Marseille, près de la Méditerranée, puis il est caméraman sous-marin professionnel. Donc c'était pour moi une opportunité d'essayer
de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et donc, ça s'est fait à distance, si je peux dire. J'ai envoyé le prototype de sculpture lumineuse, l'espèce de fleur sous-marine bioluminescente. Et donc, c'est lui, avec son équipe, qui a choisi le moment de la journée, le type d'éclairage, toute la mise en scène. Et donc, le mouvement, au final, pour moi, ça a été, je dirais, une surprise, une belle surprise, de voir que la cohabitation entre l'objet artificiel créé par le sculpteur, l'artiste, moi-même, donc l'artifice mélangé au vivant, donc les algues qui bougent selon les vagues au fond de l'eau, ben ça amène une cohésion presque troublante parce que finalement ça vient brouiller les pistes du qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est artificiel, c'est quoi, quel type d'intervention et qu'est-ce qui s'est passé là, tu sais, finalement. Il y en a qui pensent que ça a tout été généré dans un logiciel 3D puis que c'est que du fake entre guillemets. Mais non, c'est ce qui est fascinant, c'est que c'est vraiment tourné, ça a été filmé sous l'eau. Donc le mouvement participe au fait d'être quelque part, d'être déjoué, ça déjoue les sens de par les vagues qui font que la fleur bouge en même temps que les algues qu'on voit en bas de l'écran. Et j'ai été absolument stupéfait de voir les résultats. Puis ça m'a. Oui, on se croit dans les marais, en fait, sur la plage ou entre l'eau et la plage. Mais je me suis dit, est-ce que l'artiste fait ça de façon très exprès de nous déstabiliser? Oui et non. Ben, c'est-à-dire que, ben, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de... J'avais pas une idée vraiment très précise au départ. C'était plus un test, mais finalement, ça s'est révélé étant quelque chose de très, je dirais, efficace, justement parce qu'on se fait avoir. Puis c'est toujours un peu dans le but. Les œuvres que je produis depuis plusieurs années, c'est souvent dans le but de déjouer les sens, de jouer sur les perceptions qu'on a en tant que spectateur, de jouer avec les codes visuels, scientifiques relatifs à l'étude du vivant et de créer de manière artificielle des phénomènes qui sont proches de ceux qu'on voit dans la nature, comme ici on voit une espèce d'aurore boréale projetée sur les murs. On voit très bien le principe, la technicité derrière ça. C'est simplement une pellicule sur laquelle la lumière reflète, puis c'est un simple moteur en dessous qui fait bouger la membrane. Donc, c'est toujours un peu déstabilisant. Ben, le but est de déstabiliser les perceptions pour jouer justement sur le fait de « Ah, je me suis fait avoir ». J'étais certain que c'était un phénomène naturel, mais non, c'est de l'artifice. Pour retourner à l'exposition, parce que cette œuvre ne figure pas dans Poétique du vivant, tout à fait de l'autre côté de la salle, on a Diffraction axiale, qui est une installation lumineuse à dimension variable. Et là, encore le mouvement et la lumière, c'est instable, surtout quand ça tourne. Et je me suis dit, quand je compare hydroïde et diffraction axiale, je ne pouvais pas m'empêcher, d'autant plus qu'on débute avec hydroïde dans l'eau, dans la mer, dans l'océan, dans les marées. Je pensais d'emblée, croyez-le ou non, à Maurice Ravel, Les Jeux d'eau, cette composition de 1901. Et je me suis dit, chez Laurent Lamarce, c'est jeu de lumière. C'est ce que l'artiste fait en hydroïde et également
en diffraction axiale. Et que diriez-vous le jeu de lumière comme principe opérateur dans votre art? Oui, ça participe à la fascination que j'ai pour autant pour le vivant que pour la technologie. Puis pour moi, la lumière, c'est ce qui permet de faire le pont entre ce qui est manipulé et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui provient de la nature directement, puis qu'est-ce qui a été transformé par l'humain. Et pour au final voir que la lumière, ben, c'est quelque chose qui... C'est comme si ça appartenait ni à un ni à l'autre, ou aux deux en même temps. Puis le choix de Lynn de jouer justement avec ces deux œuvres-là qui finalement nous montrent un environnement sous-marin et ensuite d'arriver à cette installation lumineuse-là. Je ne sais pas si on va arriver à trouver la photo. On l'a, ça va venir. Mais ouais, c'est voilà. là, c'est là. Donc ça ici qui finalement nous plonge dans... Là, on ne voit pas le mouvement, mais avec le mouvement, c'est comme si on était finalement plongé sous l'eau, mais avec un élément suspendu qui pour moi, fait encore référence à une forme de science-fiction. Là, si on pense au monolithe ou juste le fait de voir un truc qui est suspendu sans trop savoir comment ça tient. Mais j'aimerais entendre Lynn sur ce sujet-là, parce que elle a une très belle lecture du pourquoi, du comment, puis de l'intervention de la lumière dans ça. Oui, mais en fait, la logique, entre guillemets, de la scénarisation était motivée par ces enjeux-là, c'est-à-dire l'effet, bon, vous l'avez dit, il y a le côté aquatique et par la suite, moi je me disais, j'y voyais une sorte de suite logique entre le côté aquatique, ensuite l'aspect minéral, donc qui est la pièce médiane, et la dernière pièce où là, on avait ce côté que je m'amuse à dire un peu céleste. Mais entre les trois, c'est vrai qu'on vacille continuellement entre... On est dans cette oscillation, mais tout à fait, je trouve, stimulante entre, oui, la réalité et la fiction. Et en même temps, il y avait deux choses qui m'interpellaient. La question des perceptions, parce que c'est pas... J'ai l'habitude de dire que c'est la perception, c'est certes la vie, ça part d'une vision, mais ça se lie aussi avec une expérimentation. Donc, devant chacune des œuvres, si je reviens avec la vidéo du début de l'exposition, c'est justement à cause des perceptions qu'on a l'impression d'être dans un monde qui est ambivalent. Et les perceptions, c'est bien, à ce jour, on a l'impression qu'on a déjà vu ce qu'on est en train de voir parce que c'est fondé sur des expériences antérieures, mais en même temps, on n'est pas capable d'avoir l'effet miroir. Alors, c'est là qu'on bascule littéralement dans la science-fiction, donc dans un univers complètement imaginaire. Et l'exposition, ce qui était génial, et ça, j'en remercie beaucoup la Maison de la Culture, c'est d'avoir réussi, avec un minimum de moyens, à créer des espaces qui étaient quand même, je ne voulais pas cloisonnés, parce qu'il y avait quand même la logique entre chacune des pièces, mais qui permettaient le côté immersif. Parce que c'était pas juste interpeller les yeux, c'est aussi faire vivre quelque chose physiquement. Donc, d'entrer dans cette espèce d'alcôve pour y visionner l'eau, je trouvais que c'était vraiment se plonger, sans faire de mauvais jeu de mots, déjà dans l'univers. Et pour, ultimement, là, être, encore une fois, happé autant visuellement que physiquement par les œuvres, en fait, par l'installation lumineuse. Et c'est d'autant plus intéressant parce que je sais que moi-même, je suis resté devant Hydroïde pour la visionner 15 fois, bien compté.
parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression que c'était comme un caméléon. Et j'ai pensé à Merleau-Ponty. Chaque perception est une interprétation. Or, j'avais des perceptions, des interprétations différentes 15 fois. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est que du côté de hydroïde, c'est océanique, mais du côté de diffraction axiale, c'est aérien. Donc, il y avait ces antipodes dans l'exposition, et pourtant, il y a 3 salles, 3 pièces presque, bien distinctes, dont il y a une ambiance dans chacune. Et pourtant, la salle n'est pas énorme. Alors, autre chose qui me fascine, c'est que j'ai l'impression, Laurent Lamarche, qu'il y a d'abord clair-obscur, océanique, aérien. J'ai l'impression que vous travaillez ce que moi j'appelle des dialectiques. Vous établissez des dialectiques entre ce qui est statique et ce qui bouge, entre ce qui est solide et ce qui est vaporeux, et de sorte que vous créez autant de tensions dynamiques dans ces œuvres. On ne sait plus sur quel pied danser. Et je me suis dit, mais ça doit être justement sa stratégie de créer des dialectiques, de créer des tensions dynamiques au point qu'il y a toujours, que ce soit hydroïde, que ce soit diffraction axiale, il y a cet équivoque. Ben, votre interprétation est super intéressante parce que ça met des mots sur ce qui m'anime, sur ce qui me passionne, sur ce qui me donne le goût de créer. C'est la transformation de la matière. C'est tout simplement ça. Puis, comme on a eu l'occasion de discuter, moi, je me considère comme un sculpteur à la base parce que c'est le rapport à la matière qui me donne le goût de jouer avec elle dans toutes sortes de manières possibles. Et je pense que, comme vous avez dit, ben, ça se rejoint dans l'œuvre qu'on voit. C'est le résultat d'un jeu avec la matière au niveau de sa transformation, mais toujours avec une forme de simplicité, avec un minimum de moyens. Comme dans diffraction axiale, c'est l'objet suspendu, c'est ce qui crée la diffraction de la lumière, mais ça reste un objet relativement simple. On n'est pas dans les hautes sphères de la science. C'est pas de la rocket science, comme on dit. Au même titre que des sculptures de la série Fuse, là, qui sont dans des récipients de verre. C'est le résultat de transformation de la matière de la cire à la base. La cire que j'ai injectée dans l'eau. Donc, c'est des principes que je dirais, des principes physiques naturels qui ont généré l'apparition de ces formes-là. J'ai juste créé le contexte pour que la cire puisse jaillir dans l'eau, qu'elle puisse passer de l'état liquide à l'état solide pour ensuite la transformer en aluminium. Mais tout ça étant des principes physiques relativement simples, puis moi, je suis là pour jouer avec ces éléments-là et cette espèce de curiosité que j'ai envers les principes physiques, les jeux de la matière, de la nature, ben c'est cette curiosité-là, finalement, qui prend forme et qui inévitablement peut créer des liens entre chaque façon de faire. Et je rebondis sur un mot, un minimum. Et d'ailleurs, je vous avais posé la question, est-ce que vous vous estimez minimaliste? Et là, je veux faire le pont avec Lynn Bannon. Le titre de l'exposition, Poétique du vivant. Or, pour moi, la poésie est une économie de moyens. C'est-à-dire,
exprimer le maximum avec le minimum. Et je vous ai posé la question, Lynn Bannon, votre créneau, votre spécialité, et vous m'avez répondu, mais en sémiotique. Et maintenant, là, je résume de façon très de base. Dans mon esprit, sémiotique, c'est signe, symbole et sens. J'en déduis que pour vous, Laurent Lamarche a su articuler en langage visuel minimaliste. Minimaliste, oui, mais comme je le dis, avec une quantité assez phénoménale de strates de signification qui en découlent. Je trouvais, oui, la poétique, pour rebondir sur la référence, en fait, c'est que je citais le linguiste Roman Jakobson avec son schéma de la communication, et il y a 6 fonctions qui opèrent dans le langage, et la 6e fonction, c'est la fonction poétique, et c'est celle qu'il associe au jeu. Alors, pour encore une fois revenir avec ce mot que Laurent vient de répéter plusieurs fois, jouer, jeu. Alors, je voyais qu'il y avait quelque chose, il y a un amour certainement pour la matière. Alors, c'est comme ce travail, ce jeu, encore une fois, avec la matière. C'est la poésie. C'est la liberté, en fait, qu'on s'octroie, nonobstant le fait que la langue est régentée par des normes extraordinairement rigides. Donc, déjà, il y avait quelque chose d'intéressant, mais poétique aussi, parce que je trouve que le mot appelle à cet imaginaire qui est propre de l'univers de Lamarche. J'ai l'impression qu'on entre toujours dans des espèces d'univers qui sont chargés de cette poésie visuelle inspirée de celle de la nature. Alors ça me semblait couler de source que même dans ce petit intitulé, il y a beaucoup de choses en fait qui soient interpellées. Et si vous pourriez, Lynn Bannon, élaborer sur une phrase qui me fascine. D'ailleurs, c'est disponible à la Maison de Culture Hochelaga Maisonneuve, Poétique du Vivant, et c'est votre texte qu'on y trouve. Rappelons au passage que seule la technique empreinte de lyricisme peut devenir art. Ce lieu spécifique où se rencontrent le physique et le psychique, où s'entremêlent l'habilité et le geste expressif. Vous pourriez élaborer, pour moi, c'est une plaque tournante du texte et de l'exposition. En fait, c'est parce que c'est aussi transversal En fait, je propose ma lecture du travail de Laurent, mais c'est le fait que et là, je rebondis sur peut-être ma fonction aussi d'historienne de l'art, parce que quand j'ai écrit cette phrase-là, je me rabats souvent à la période de la Renaissance italienne particulièrement, donc on est au 14e et 16e siècle, où il y a vraiment eu une espèce de dichotomie qui s'est élaborée entre le travail artistique, donc relevant des beaux-arts, et qui nécessitait des interventions liées, je dirais, à une culture très élargie, donc une démarche qui restait quand même assez empirique et qui se distinguait manifestement du côté technique. Donc, il y avait cette technique qu'on associait plutôt à un travail qui était mécanique et qui était considéré comme inférieur par rapport à l'habileté technique propre des beaux-arts ou des arts visuels. Et je trouve que Laurent a plané tout ça parce que il y a autant un travail qui est conceptuel, un travail qui est réfléchi, qui est fondé sur, il y a un rapport avec la science, même si, on a l'impression qu'à priori, elle est orthodoxe, mais elle est imaginaire. Mais justement, tout ce travail-là, qui est lié à des notions, encore une fois, intelligibles, liées à la scientificité, sont ramenés finalement à un travail plutôt, je ne veux pas dire mécanique, mais un travail technique. Donc, le rapport avec l'outil, en fait, qui revient. Alors,
c'est comme si cette espèce de ségrégation qu'on avait fait entre les deux démarches se rejoignent. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant. Merci Lynn Bannon de nous le rappeler, tout comme cette exposition poétique du vivant. Moi-même, j'ai fait le doctorat en sciences des religions et pour ainsi faire, j'ai dû étudier le grec ancien. Or, le mot techné dans le grec classique, antique, voulait dire à la fois technologie et art, esthétique, de sorte que de faire des arts et des sciences, de faire de l'art et de la technologie, il y a un risque de tomber dans ce que j'appelle une fausse dichotomie, alors que les deux allaient toujours de pair. Et vous avez mentionné, Lynn Bannon, la Renaissance. Eh bien, l'exemple parfait, c'est Michel-Ange, c'est Da Vinci, Leonardo da Vinci, qui mène autant des expériences en art visuel que dans les sciences, et d'ailleurs dans l'eau et dans l'air. Mais Léonard de Vinci s'est toujours considéré, a toujours souhaité être identifié comme un artiste avant d'être quelconque ingénieur, si on pourrait dire dans les termes plus contemporains. Et donc, c'est ce que je trouve intéressant, et là je me permets une référence au philosophe allemand Hegel qui parle, et je simplifie, thèse, antithèse, synthèse, d'effectuer cette synthèse entre la technologie et l'esthétique, entre les arts et les sciences. Pour moi, c'est un défi à relever dans notre monde actuel, au lieu de les garder de façon fermée, hermétiquement, comme discipline. Oui, effectivement. Donc, allez-y, Lynn Bannon. Mais c'est vraiment dans cet entre-deux, je trouve. Et puis, c'est ça qui fait, en fait, ma part, le côté extraordinairement riche de son travail, Laurent, parce que ça me permet justement d'aller puiser des références à l'histoire de l'art et puis, en fait, de démontrer que même dans une pratique contemporaine, il peut y avoir un dialogue qui est fait, même si c'est en filigrane, avec un art plus ancien. Et ce rapprochement avec l'art plus ancien permet de mettre en exergue certains éléments dans des œuvres vraiment qui proposent quelque chose de tout à fait inédit. Alors, c'est encore une fois, il y a un beau maillage entre le passé et je trouve que cette oscillation qui est constante dans ton travail, Laurent, mais autant pour moi du côté de l'histoire, du côté en fait, de l'actuel, le présent, et en même temps, mais il y a toujours quelque chose qui relève du futur parce qu'il y a un apport un peu futuriste dans son travail. Donc, c'est ça, encore une fois, ce chemin de traverse qui est intéressant. Et dans votre texte, Lynn Bannon, vous faites référence au musée de sciences, musée d'histoire naturelle. Après avoir réfléchi longuement sur l'exposition, je me suis dit qu'en résumé, l'art de Laurent Lamarche dans l'exposition Poétique du vivant, c'est autant de regards paléontologiques. Qu'est-ce qu'il entend par cela? La paléontologie, pour mettre ça simple, c'est la science ou l'étude des époques, des organismes vivants, que ce soit animaux, végétaux ou micro-organismes, et de les étudier, de les interpréter. Et j'avais l'impression que Laurent Lamarche, c'est un paléontologue en art visuel. Vous diriez quoi à cela, Laurent Lamarche? Je rêve du jour où je vais faire une exposition dans un musée de paléontologie ou de musée des sciences où ça ne sera pas nécessairement inscrit que c'est un travail artistique puis les gens ils comprendront plus rien. Ça serait génial. Alors, mais effectivement, c'est encore là, c'est de brouiller les pistes, hein, puis de jouer entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est. Je trouve que c'est tellement. On est tellement dans une époque où justement c'est
c'est une quête de plus en plus profonde et ardue de trouver la vérité même, et encore plus dans le domaine des sciences. C'est un puits qui se creuse indéfiniment. Oui, là, justement, quand je regardais cette œuvre, et vous pourriez me répéter le nom, il s'agit de Vapokis protozoa, c'est bien cela? Exact. Alors, c'est à ce moment-là, j'ai compris que vous êtes paléontologue visuel. Et Oui. vous savez, on parle couramment en anthropologie de l'anthropologie visuelle, avec des cinéastes, avec des vidéastes et d'autres. Eh bien, quand j'ai vu cette œuvre-là, qui était également à la maison de culture Hochelaga Maisonneuve, je me suis dit, voilà l'exemple. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'intelligence artificielle. Et vous vous souvenez, lors de notre échange, votre rapport comme artiste à l'intelligence artificielle. Oui, c'est un sujet qui en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'à l'époque où j'ai créé cette œuvre-là, je me souviens plus exactement de l'année, c'est 2000, non pas 2010? Merci, Hélène. 17? OK. Oui, 2017, voilà. Et en fait, c'est que j'ai l'impression toujours d'être rattrapé par la réalité dans ce que je prétends lorsque je fais une œuvre, comme celle-là, par exemple. Quand j'ai... Encore là, c'était un jeu, tu sais, c'est que des objets plastiques numérisés et réassemblés dans Photoshop pour créer une espèce de spécimen biomécanique. À l'époque, là, je peux dire l'époque, ça fait pas si longtemps. Il n'y avait pas encore toute cette actualité-là que je vois aujourd'hui, là, même dans les dernières semaines, concernant là où on en est au niveau technologique, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des biotechnologies. Là, je vois qu'on est capable de jumeler des cellules de grenouille avec une forme de puce programmée. En fait, le lien entre le biologique et l'artifice technologique, là, c'est en train vraiment de se joindre. Et puis on n'était pas là au moment où j'ai fait cette œuvre-là. C'était encore de la science-fiction. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que la science-fiction finit toujours par devenir une forme de réalité, comme si la science-fiction était là pour nous préparer à ce qui s'en vient. Et je suis moi-même un peu troublé du fait que c'était comme un jeu, là. Je voyais ça comme... c'était pas tant un regard sur la technologie elle-même que notre consommation de plastique, parce que ce ne sont que des objets de plastique qui sont réassemblés, comme si finalement on était tellement envahi par cette matière-là que elle devenait ça fait maintenant partie de la chaîne alimentaire, là, ça va loin. Mais ceci dit, c'est pas nécessairement non plus un regard critique sur nos habitudes de consommation. Mais bref, tout ça étant, ça me fait y réfléchir énormément, mais je ne prétends pas avoir aucun constat à travers les œuvres, mais plutôt d'amener un questionnement qui, pour moi, c'est peut-être la raison la raison première pour laquelle j'ai envie de créer des œuvres qui peut-être suscitent des questionnements, c'est que je trouve que le rythme auquel les sciences s'imposent quelque part dans nos vies et dépasse l'arrivée des questions. En fait, ça va trop vite pour qu'on ait le temps de penser, qu'on ait le temps d'amener des débats éthiques sur ce qui s'en vient.
Et encore, je rappelle que j'ai fait le doctorat en sciences des religions. Et voilà pourquoi ce que vous venez de dire sur la science-fiction et cette image, pour moi, cet art joue un rôle, comme la science-fiction, un rôle prophétique vis-à-vis de la condition humaine. Et là, on le voit encore. Et vous avez créé, à mon humble avis, des microcosmes. On a celui-là qui est devant nous, qui s'intitule, n'est-ce pas, 2011. C'est bien cela? Ça, c'est dans la série C3H6. C'est cela. Oui, 2011. Et si on pouvait regarder... Donc, un an après le micro-organisme. Là. Oui. Et cette œuvre-là, tout comme la précédente, d'ailleurs, la précédente qu'on vient de voir, où je vous ai posé la question sur l'intelligence artificielle, je vous encourage, Monsieur Lamarche, à foncer dans cette direction-là. Le MIT, Massachusetts Institute of Technology, dans les arts visuels, c'est justement le genre de recherche. J'ai fait un atelier dialogique avec un des plus grands artistes des Premières Nations du Canada, Lawrence Paul Yohoy-Lipton de la Colombie-Britannique, qui lui figurait sur la page couverture du MIT, Massachusetts Institute of Technology. Et dans cet esprit, cette veine de recherche entre l'organique et ce qui est technologique. Et je trouve ça fascinant comme vecteur de recherche dans les arts visuels. Mais si on pouvait regarder sur l'autre côté du mur, on voit comme des médaillons. C'est en rond, des cercles, c'est gris, voilà. Ouais. Et là encore, pour moi, il s'agit d'un microcosme. Mais ce qu'on ne peut pas voir sur l'écran nécessairement, c'est qu'en fait, ce n'est pas... c'est en relief, c'est presque en bas-relief. C'est que ça sort du plan pictural. Et là, je me suis dit, voici une autre dialectique, un autre principe opérateur dans l'art de Laurent Lamarche, c'est qu'il défie la relation entre l'image et l'objet. Parce qu'ici, l'image devient objet tridimensionnel. Ça sort du plan pictural. Oui, absolument. J'ai toujours été fasciné par l'image, le pouvoir évocateur de l'image, puis la définition au niveau même de la résolution. J'ai toujours voulu avoir plus de résolution. Il n'y en a jamais assez à mon goût. Et donc, avec le parcours en gravure que j'ai fait, en peinture, en dessin, j'ai toujours aimé le pouvoir évocateur de l'image, mais en même temps, la sculpture étant pour moi un autre... il y a toujours eu une espèce de va-et-vient entre la création d'images et la création de sculptures. Et là, finalement, avec cette technique-là, je me retrouve à être capable de faire les deux en même temps. Donc, la gravure dans le plexiglas, c'est ce qui permet d'avoir cette sensation de tridimensionnalité parce que c'est creusé par derrière. Finalement, on a l'impression de voir des objets, mais c'est du vide. C'est la trace de l'outil de gravure qu'on voit. Et c'est cette technique-là j'ai l'impression que je vais en faire toute ma vie parce que je ressens le geste artistique me remplit de bonheur à chaque fois parce que c'est comme... j'ai jamais l'impression de répéter le geste parce que c'est donner naissance à un nouveau micro-organisme à chaque fois. Oui, vous semblez prendre un plaisir malin à effacer des barrières entre objet et image, entre art et science, entre ce qui est le passé lointain, comme les paléontologues, ou ce qui est l'avenir dans un monde utopique, sinon dystopique. Oui, ben, je pense que c'est une manière pour moi de me rebeller contre l'étiquetage et la mise en boîte là, qui est si efficace, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit. C'est que tout doit être mis dans des petites cases séparées, puis
comme s'il fallait inévitablement pas faire de lien entre les disciplines ou entre des sujets. Et ça m'agresse. Où tout est cloisonné, disons. Voilà. Donc, c'est une manière pour moi de vouloir m'asseoir sur la fine ligne et c'est ça, jouer sur la porosité des frontières. Alors, dans le communiqué de presse de la Maison de Culture Hochelaga Maisonneuve, on peut lire, et je cite, Laurent Lamarche concrétise ses cogitations à propos de la perméabilité relative entre le réel et la fiction par le biais de formes organiques artificielles caractéristiques de son iconographie surnaturelle. Et j'aimerais insister là-dessus. Son iconographie surnaturelle. D'où vient cette expression? Lynn, c'est à toi de répondre, je pense. Oui, mais en fait, c'est l'iconographie. Ce que je trouve intéressant, c'est le fait que c'est toujours un signe qui réfère à une icône, un symbole, donc quelque chose qui est fixe. Mais chez Laurent, c'est la différence, en fait, c'est que on a cette perte de référence stable. On nous envoie toujours dans quelque chose de fantastique, d'imaginaire, de fantaisiste. Alors, c'est, encore une fois, pour réemprunter votre terme de la dialectique, on est toujours en train de vaciller vraiment d'un univers à l'autre. Alors, je trouvais que le terme iconographie, ça revient un peu à ce espèce de parallèle que je faisais avec la Renaissance, parce que si je reviens avec l'iconographie qui était si importante à cette époque, qui a été au fondement de plusieurs démarches d'historiens de l'art qui cherchaient un peu à la manière d'enquêteurs à faire ressortir les liens, ou en fait le sens, la signification de chacun des motifs ou des signes visuels. Mais chez Laurent, ça nous échappe, et je trouve que c'est une extraordinaire liberté qui est laissée au public, parce que il n'y a aucune possibilité de saturation de la signification dans les œuvres de Laurent, parce que, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une question de perception, et les perceptions sont propres à chacun. Alors, on va toujours puiser dans un univers qui est d'abord le nôtre, pour ensuite tenter de faire des rapprochements, mais ça sera, encore pour rebondir sur ce que j'ai dit, jamais en miroir. Donc, il n'y a jamais de certitude. Donc, comme le sous-tend finalement l'iconographie. Et je trouve que ça encore une fois, c'est une façon, j'essaie une façon assez, succincte d'expliquer tous ces phénomènes qui sont qui traversent. Et même pour faire le pont avec le Musée des sciences naturelles que vous évoquiez tout à l'heure, en fait, dans ces musées-là, il y a une quête de vérité dans une certaine mesure, parce que on cherchait à mieux comprendre les espèces, mieux comprendre les organismes. Donc, cette vérité, c'est la main tendue finalement que propose Laurent grâce à ses œuvres. Ça m'a beaucoup interpellé, cette expression, Lynn Bannon, iconographie surnaturelle, d'autant plus que je suis spécialiste en sciences des religions, et ça revient à l'expérience que j'ai vécue. Je parlais tout à l'heure d'une ambiance dans chaque pièce, dans chaque salle. En fait, on les a divisées, mais c'est comme il y avait un esprit qui planait, et je me suis dit, comment se fait-il que je ressens cela? Je ne pouvais pas m'empêcher, croyez-le ou non, de penser au philosophe français du XXe siècle, Henri Bergson. Et comment a-t-il répondu à Darwin, à la théorie de l'évolution et le darwinisme social qui a pris forme à la fin du XIXe siècle? Pouvait-on tout réduire à des questions matérielles, un matérialisme? Eh bien, Henri Bergson, qui était juif, je rappelle à l'auditoire de Radio Infocité, Henri Bergson a répondu avec son concept de l'élan vital.
que ce soit un micro-organisme, que ce soit un être humain, c'est l'élan vital qui est le principe de vie et de sa philosophie. Et j'avais l'impression, Laurent Lamarche, que vous êtes en quête, aussi bien par les arts et par les sciences, vous êtes en quête de cet élan vital. Très intéressant. Absolument. Je pense que effectivement, c'est le cas parce que j'ai l'impression que le fameux élan vital disparaît peu à peu et je tente de le préserver à travers ce que je fais finalement. D'une certaine manière, même si c'est de suggérer, même si c'est artificiel, même si en fait il y a ces jeux-là entre le naturel et l'artificiel, l'élan vital, c'est l'élan créateur aussi, j'ai moi-même, je l'ai presque perdu il y a 2 ans à peu près, là, puis il est revenu, heureusement, mais cette espèce d'élan vital, c'est aussi l'élan de la curiosité, l'élan de... C'est dans la nature, c'est ça, c'est dans la nature, mais c'est en nous aussi. C'est un sujet très, très intéressant. Et que diriez-vous là-dessus, Lynn Bannon? Sur l'élan vital? Vis-à-vis de l'art de Laurent Lamarche, spécifiquement, comment on peut l'expérimenter dans cette exposition poétique du vivant? En fait, de plusieurs manières. D'abord, ce que je trouve vraiment stimulant, c'est le choix des médiums. Parce que chaque médium, en fait, dans les 3 salles, c'est presque des œuvres qui sont réalisées dans des médiums différents. Donc, c'est à chaque fois une autre façon d'expérimenter quelque chose, oui, de voir comment Laurent est capable de générer l'effet du vivant à travers des différentes matières dans lesquelles, en fait, on pourrait dire que le vivant est contenu. Et c'est cette pluralité de lecture que je trouve extraordinaire, autant sur un plan visuel que sur le plan conceptuel. C'est le vivant, c'est celui auquel réfèrent les œuvres de Laurent. C'est le vivant, c'est son vivant à lui en le matérialisant, et c'est le vivant du récepteur qui, encore une fois, se rabat sur ses connaissances et fait vivre les œuvres selon chaque lecture, en fait, effectuée. Alors, c'est vraiment d'une grande richesse. Donc, c'est très motivant pour l'élan vital. Oui, parce que là-dedans, il y a une volonté dans mon jeu, là, ce que j'appelle jouer là, avec les perceptions, c'est de stimuler l'imaginaire. C'est de faire en sorte que tout n'est pas donné et que celui qui va être devant l'œuvre va se poser des questions, ne serait-ce que 2-3 secondes, pour essayer soit de comprendre ou essayer de voir c'est quoi le sens. Mais donc, toute cette stimulation de l'imaginaire, ça revient aussi à cette espèce de foisonnement du vivant-là qui nous habite. Et qui nous rappelle que l'imaginaire est aussi bien dans les sciences que dans les arts. Demandez aux chercheurs, chercheuses qui ont fait les découvertes, il fallait donner place, faire place pour l'imaginaire. J'aimerais revenir parce que Lynn Bannon vient de mentionner les médiums dans lesquels, et justement dans l'opuscule qu'on nous présente à la Maison de Culture Hochelaga Maisonneuve, dans votre biographie, on indique Laurent Lamarche pratique l'estampe, le multimédia, la photographie et en dernier lieu, la sculpture. Or, quand je vous ai demandé, vous vous estimez surtout dans les arts imprimés, en vidéo, vous m'avez répondu, mais sans équivoque, je suis d'abord et avant tout un sculpteur. Or, quelle ironie, parce que beaucoup dans le texte de Lynn Bannon, on parle des matériaux avec lesquels vous travaillez. Eh bien,
vous, comme sculpteur, vous avez choisi, eh bien, aussi bien en hydroïde comme dans diffraction axiale, vous avez choisi le paradoxe, l'ironie de sculpter la lumière, et la lumière est anti-matière. Quel paradoxe! Je ne sais pas si c'est vraiment antimatière, la lumière. Pour moi, c'est... Enfin, c'est pas solide, oui, c'est pas tangible. Et d'ailleurs, comme on a vu dans les médaillons, moi je les appelle les médaillons, je fais référence à l'histoire de l'art dans la Renaissance, les médaillons étaient une forme d'art, mais très, très, très importante. Mais ces médaillons bas-relief, je me suis rendu compte, ah oui, l'artiste a un souci du tangible, du tactile, du toucher, mais il opte pour sculpter la lumière qui n'est pas tangible, qui n'est pas tactile. Oui, c'est tellement en moi que j'ai du mal à verbaliser ou à mettre des mots sur c'est quoi cette fascination-là pour la transformation de la matière, mais à travers la lumière. C'est probablement parce que c'est justement c'est intangible. Probablement parce que je n'y peux rien. Tu sais, je ne peux que la diriger, mais je ne pourrai jamais la toucher. C'est probablement parce que c'est un défi en soi, ou si ce n'est pas un défi, c'est une forme de simplicité. Je pense que c'est rempli d'un grand paradoxe, la lumière. On pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que c'est justement cette matière intangible-là qui est inaccessible d'une part, mais si essentielle d'autre part pour accéder au visuel, accéder à la réalité. Et ça soulève un autre, me semble-t-il, principe opérateur dans cette exposition poétique du vivant. On le voit très bien dans les tubes avec ce que vous avez créé comme sculpture de la cire. On ne peut pas contrôler à 100% la lumière. On ne peut pas contrôler à 100% l'eau. Là, vous avez choisi deux matériaux qui échappent le contrôle complet. Et là, je vois qu'au contraire de vouloir tout contrôler, vous menez des expériences avec l'aléatoire. Parce que l'aléatoire c'est une qualité et de l'eau et de la lumière. Ben, je pense que c'est ce besoin-là que j'ai d'être émerveillé. D'une part, c'est de trouver des manières qui vont faire en sorte que, oui, je vais interagir, oui, je vais faire un travail d'artiste, mais que finalement, c'est la matière qui prend forme d'elle-même, d'une certaine manière. C'est sûr que des fois, je suis dans le contrôle un peu maniaque du geste artistique, d'aller peaufiner les détails et tout, mais c'est peut-être le fait que je suis aussi perfectionniste et maniaque dans certaines techniques que j'ai besoin d'aller dans quelque chose de complètement aléatoire dans d'autres projets pour arriver à jongler entre cette espèce de maladie du perfectionnisme que j'ai et de finalement me laisser aller à la vie. Puis c'est une forme de... Pour moi, c'est une forme de laisser aller qui me fait du bien puis qui me permet d'être émerveillé, fasciné devant la façon que les principes de la physique ont de générer des formes, c'est ça, de pouvoir finalement me dire waouh, c'est génial. Tandis que quand je fais un truc avec précision qui me prend des heures, je me dis pas waouh, c'est génial, je me dis bon, c'est assez, on passe à d'autres choses. Et d'inviter, j'ai l'impression que d'inviter l'aléatoire dans votre
vision créative, dans votre démarche artistique, en quelque sorte, vous a libéré et vous a ouvert d'autres horizons et vous a enlevé en proie. Oui, ben oui, c'est ça. Le perfectionnisme, c'est autant une qualité qu'un défaut, je trouve. Et d'aller vers l'aléatoire, exactement. Ça permet de libérer, de libérer cette espèce de volonté de contrôle et de finalement dire de faire confiance à ce qui se passe. Et c'est ça la vie, je pense. C'est toujours un jeu entre prise de décision et faire confiance. C'est le principe, je pense, de chaque être humain. Et Lynn Bannon, vous pourriez nous parler de l'aléatoire dans l'œuvre de Laurent Lamarche? L'aléatoire, il est omniprésent. Il est omniprésent parce que, encore une fois, c'est un champ de possibilités que nous offre Laurent à travers ses œuvres, à travers, encore une fois, les matériaux. Je dirais que c'est aussi... j'ai souvent pour habitude de parler de ses œuvres en disant qu'elles nous extraient momentanément de la réalité pour nous faire basculer dans un monde, mais qui peut être aléatoire aussi parce que fantaisiste, parce que fondé sur la science-fiction. Alors, je le vois comme ça. Et en plus, ben, si je pousse plus avant, le côté aléatoire, encore une fois, du sens, parce que ben, on s'en va un peu, il y a plusieurs directions possibles. Donc, c'est pas possible. En fait, ça devient très difficile de fixer une réalité si Laurent la fixe dans un médium. Ben, et là, pour citer Umberto Eco, là, mais l'œuvre reste ouverte à une multitude de significations, même si physiquement, elle reste statique. Donc, cette ouverture de sens, moi, je trouve ça fantastique. Et on parlait, n'est-ce pas, vous parliez de plusieurs strates, de plusieurs couches de lecture dans l'œuvre de Laurent Lamarche. Et à mon sens, il déjoue les étiquettes, il déjoue les opposés, que ce soit l'organique et technologique, que ce soit artistique et scientifique. En point tel, quand vous, Lynn Bannon, vous avez employé cette expression iconographie surnaturelle, j'aimerais rebondir et vous proposer, ainsi que Laurent Lamarche, cette possibilité parce que dans notre esprit, l'esprit de monsieur et madame tout le monde, on pourrait voir technologie et organique comme tout à fait des dichotomies, et les arts et les sciences. Mais j'ai l'impression que ici, il ne s'agit pas de thèse et antithèse, mais plutôt de cette synthèse où vous effectuez le mariage entre technologie, entre ce qui est technologique et ce qui est organique, et ça sous un jour d'une quête de dépasser, d'outrepasser et la technologie et l'organique, et je dirais même que l'artiste ici tend vers ce que j'appelle une spiritualité technobiologique. Vous diriez quoi à cela, Laurent Lamarche? Je vais te laisser la spiritualité. La spiritualité techno. Parce que souvent, malheureusement, on a l'impression que la spiritualité est l'opposé de la matière, des matériaux. Or, je crois, et j'ai fait le doctorat sur ce sujet-là, l'esprit s'incarne. La spiritualité prend forme. Et vous aimez beaucoup jouer avec les formes. C'est polymorphe, c'est multiforme, c'est comme un caméléon. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas l'un au contraire de l'autre, c'est les deux à la fois. Technologie, biologie équivaut
une autre spiritualité, peut-être de la science-fiction. Non, mais c'est super intéressant parce que, encore là, on pourrait en parler pendant des heures, mais là où ça va, la technologie, c'est de, quelque part, devenir immortel. Tu sais, il y a énormément de recherches qui se font en ce sens-là. Et donc, c'est de surpasser les lois du vivant. Tu sais, on pourrait en parler pendant des heures, là. C'est fascinant. Là où, en fait, la technologie, c'est une nouvelle forme de religion, quelque part. Parce que, en fait, la science, jumelée à la technologie, se veut être une forme de religion en laquelle il faudrait croire les yeux fermés. Mais ceci dit, c'est quoi la technologie? Tu sais, c'est l'outil de l'être humain, dans un sens. Fait que c'est pas complètement artificiel si c'est amené par le vivant qui est l'humain. Au même titre qu'il y a certains oiseaux qui font des nids complètement fous. Je veux dire, au niveau... c'est des œuvres d'art, c'est de l'architecture, on se dit, wow, OK, est-ce que le nid qui a une apparence d'objet d'un artiste qui fait du land art, là, quand tu sais pas que c'est un oiseau qui l'a fait, donc, ça pose des questions sur finalement qu'est-ce que l'outil, est-ce que la technologie c'est complètement séparé du vivant ou est-ce que c'est finalement pas une continuité? Est-ce que c'est bien de jumeler des cellules de grenouille avec des micro-ordinateurs? C'est des questions, je pense qu'il faut se poser, puis avant de vouloir juste y croire puis dire « Ah ouais, génial, soyons un humain augmenté et enfin, la technologie va répondre à nos plus grandes aspirations profondes en tant qu'humain de vouloir surpasser les lois du vivant. » Est-ce que... Et ça nous ramène à ce qu'on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Vous mentionnez comme un leitmotiv, ça revient, le vivant, peut-être faut-il redéfinir le vivant. Ben, on est en train de le faire. Mais est-ce que la définition... Vous qui aimez effacer les barrières, peut-être c'est ça qui est en train d'effacer les barrières du vivant. Je me demande si finalement, plus la barrière s'efface, si j'aurais pas envie d'en remettre. Non, que dites-vous à cela? Parce que là, on va boucler la boucle. Ben, en fait, je reviendrai encore avec ma phrase et le mot que j'ai utilisé, le lyrisme. C'est seulement le lyrisme qui fait en sorte que les créations deviennent des œuvres d'art. Parce que elles sont motivées par des intérêts scientifiques ou des modalités inspirées des sciences naturelles ou du côté technique ou technologique, ça reste quand même quelque chose d'inventif. Et en fait, c'est cette liberté que le scientifique n'a peut-être pas, parce qu'il y a des contraintes à respecter, la personne qui est en informatique, la même chose, alors qu'encore une fois, c'est cette liberté que s'octroie, je pense, Laurent, dans son travail, et nous la cède à nous, en fait, récepteur de son œuvre. Alors là, je vais jouer le malin, moi aussi. Quand j'ai regardé Hydroïde 15 fois, je me suis rappelé un film de Ridley Scott, Alien. Or, au début, quand vous mettez Hydroïde, c'est exactement comme Ridley Scott avec Alien. Et qui remonte, n'est-ce pas? Ridley Scott qui est complètement fasciné avec Blade Runner, avec Alien. Justement, ce même propos, le rapport entre le réel et la science-fiction. Et qu'est-ce que ça nous dit sur la condition humaine? Et vous nous avez miroité, reflété les multiples facettes de la condition humaine, de son imaginaire, de son raisonnement, de ses moyens de recherche technologique, scientifique et esthétique. Alors, j'invite l'auditoire de Radio Infocité à voir l'exposition poétique du vivant qui est en cours à la Maison de Culture
Hochelaga Maisonneuve, et cela jusqu'au 19 mars prochain. Un grand merci à Jean-Marc Drolet, qui est à la régie, et surtout à nos invités, Lynn Bannon, qui est historienne d'art, professeur associé à l'UQAM, et l'artiste pluridisciplinaire, j'allais dire transdisciplinaire, Laurent Lamarche. Bon week-end à tout le monde. Merci.